Saviez-vous qu'un incident tragique s'est produit sur le lieu de tournage du film Ben-Hur, entraînant la mort de 15 personnes? Du chaos enflammé d'OTAN en emporte le vent aux courses de chars mortelles de Ben-Hur. Ces films emblématiques cachent un monde dangereux derrière le rideau. Attachez vos ceintures, car la véritable histoire derrière vos classiques préférés est plus palpitante et effrayante que vous ne pourriez l'imaginer. Allons-y. Ben-Hur, 1925. En 1924, MGM a monté une production épique de Ben-Hur, A Tale of the Christ, seulement pour découvrir un réel danger dans sa quête de gloire à l'écran. La séquence la plus périlleuse était la célèbre course de chars, initialement filmée sur place au Circus Maximus de Rome. Alors que 12 chars tirés par des chevaux tonnaient autour de la piste, le désastre survint au deuxième tour. 2 chars se percutèrent et se renversèrent, enchevêtrant chevaux et conducteurs dans un carambolage brutal. Un cascadeur a été tué sur le coup, et plusieurs autres ont été gravement blessés dans la mêlée. Plus d'une douzaine de chevaux ont subi des blessures catastrophiques. Les dresseurs d'animaux ont dû en abattre beaucoup sur place pour démêler les attelages détruits. La star de l'ère du muet, Francis X. Bushman, qui incarnait le méchant Messala, a été témoin du carnage et a rappelé plus tard beaucoup de sang sur la piste. Cette calamité en Italie, ainsi que des incidents antérieurs lors d'une scène de bataille navale où des figurants en lourdes armures ont failli se noyer et ont dû être sauvés de l'eau, ont incité MGM à arrêter le tournage à l'étranger. Le producteur Irving Thalberg a déplacé la production à Hollywood, reconstruisant le Circus Maximus sur un terrain de Culver City, dans le but de reprendre le contrôle. Le tournage a repris en 1925 sous une supervision renforcée, et la course de chars a été refilmée avec succès. Mais les dangers rencontrés en Italie ont laissé une marque indélébile. Le budget colossal de Ben-Hur et le coût humain ont fait la une des journaux. Il a été présenté en avant-première à la fin de l'année 1925 comme le film muet le plus cher jamais réalisé, captivant les spectateurs par son réalisme, même si Hollywood a discrètement pris conscience des risques mortels qu'avait impliqué ce réalisme. L'héritage du plateau de Ben-Hur perdurerait comme une mise en garde, un spectacle réalisé à travers un véritable péril, à une époque où la quête de la gloire cinématographique l'emportait trop souvent sur la sécurité. L'Arche de Noé, 1928. À la fin des années 1920, l'appétit d'Hollywood pour le grand spectacle a conduit à l'une de ces catastrophes de production les plus meurtrières sur le plateau de l'Arche de Noé. Réalisé par Michael Curtiz pour Warner Brothers, cette épopée biblique exigeait une reconstitution colossale du Grand Déluge. En novembre 1928, Curtiz supervisa l'inondation d'un immense plateau intérieur, avec environ 600 000 gallons d'eau. Des milliers de figurants costumés, y compris de futurs acteurs célèbres comme John Wayne, ont été enrôlés pour se débattre dans le déluge, alors que l'eau rugissante les submergeait. L'obsession de Curtiz pour le réalisme primait sur la sécurité. L'actrice Dolores Costello, qui dirigeait le film, a rappelé plus tard que Curtiz plaçait de véritables figurants humains sur le chemin de décors solides et indestructibles, tout en positionnant des mannequins inertes là où se trouvaient les structures fragiles, le tout au nom du réalisme. Lorsque le torrent fut déchaîné, le chaos s'ensuivit. L'eau arriva avec une telle force qu'elle renversa des accessoires et emprisonna les acteurs. Des douzaines furent blessés dans le flot tumultueux. La jambe d'un figurant fut brisée si gravement qu'elle nécessita une amputation. Plus tragiquement, au moins 3 figurants se noyèrent dans la confusion, incapables d'atteindre la sécurité à temps. Des rapports contemporains décrivent la panique sur le plateau, alors que les membres de l'équipe tentaient désespérément de sauver ceux emportés. Malgré le coup horrible, Curtiz a eu sa scène. La scène de l'inondation est terriblement convaincante à l'écran, mais l'incident eut de graves répercussions. L'indignation de l'industrie et du public incita Warner Brothers et d'autres studios à repenser la sécurité sur les plateaux. En fait, l'année suivante, Hollywood adopta de nouvelles réglementations de sécurité, en partie à cause de la tragédie de l'Arche de Noé. L'Arche de Noé a été sortie au début de l'année 1929 avec la sombre distinction d'avoir sacrifié de véritables vies pour son spectacle biblique. L'héritage du film perdure comme un exemple édifiant du mépris initial d'Hollywood pour la sécurité. Un film catastrophe blockbuster qui a désastreusement franchi la ligne entre l'illusion et la réalité. The Trail of 98, 1928. La piste de 1998 de MGM, un récit aventureux de chercheurs de fortune affrontant la ruée vers l'or du Klondike, est devenu tristement célèbre pour
Authenticité mortelle lors de son tournage en extérieur. À l'été 1927, le réalisateur, Clarence Brown, a emmené son équipe dans les contrées sauvages de l'Alberta et de l'Alaska pour capturer de véritables dangers de la nature sur pellicule. Le point culminant nécessitait que les prospecteurs naviguent dans des rapides de rivières féroces. Alors Brown a mis en scène la séquence au rapide Abercrombie, isolé, entre les glaciers Miles et Childs en Alaska. Plusieurs cascadeurs experts ont été engagés pour naviguer les eaux tumultueuses en bateau pendant que les caméras tournaient depuis les berges. Le jour du tournage, la rivière glaciaire a montré toute sa fureur. Un bateau transportant une équipe de cascadeurs a été pris dans un courant implacable et s'est fracassé. 3 cascadeurs, Howard Daughters, Jerome Jerry Button et Red Thompson, ont été projetés dans les rapides glaciales et écumants. En un instant, les eaux tumultueuses ont emporté les 3 vies. Leurs corps ont été impitoyablement jetés par le torrent et retrouvés plus loin en aval. L'équipe était horrifiée en voyant leurs collègues disparaître dans les embruns, impuissants à aider. La nouvelle de l'accident a secoué Hollywood. MGM a ajouté un hommage dédicatoire au film en l'honneur des hommes morts. Mais pour les familles des victimes, cela n'était qu'une maigre consolation. La piste de 98 est sortie en 1928, avec ses scènes tragiques incluses. Une scène sinistrement réaliste que le studio exhibait sombrement comme des séquences capturées dans des conditions réelles du Klondike. La conséquence de ce pari fatal a été une incitation à plus de prudence lors des futures prises de vue sur site. En fait, MGM a discrètement réévalué jusqu'où aller pour le réalisme après The Trail of 88. Bien que moins souvenu par le public aujourd'hui, la production de ce film est l'un des premiers exemples où le travail de cascade à Hollywood a conduit à plusieurs décès sur le plateau, soulignant les dangers mortels que les premiers cinéastes prenaient à la poursuite de la grandeur. Hells Angels, 1930. L'épopée aérienne de la Première Guerre mondiale de Howard Hughes, Hells Angels, a fixé une nouvelle norme pour la réalisation de films dangereux. Entre 1927 et 1930, Hughes a investi des millions dans des scènes de combat aériens spectaculaires avec de vrais avions et a payé un prix mortel. Le tournage a eu lieu sur le terrain d'aviation de Hughes en Californie, où des escadrons d'avions d'époque et des pilotes casse-cou ont reconstitué des combats dans les airs. Hughes exigeait des manœuvres de plus en plus audacieuses. Pendant une séquence fatidique, le 22 mars 1929, l'aviateur Al Wilson pilotait un biplan Sikorsky S-29A modifié avec le mécanicien Phil Jones à bord. Hughes voulait un piqué tournant dramatique. Wilson a mis le bombardier en vrille serrée, mais l'avion lourd a refusé de se redresser. Il a crié à Jones de sauter, mais Jones n'a pas entendu à temps. L'avion a spirale vers le sol et s'est écrasé dans une boule de feu, tuant les 2 hommes. Seules quelques secondes de ce vol condamné ont été intégrées dans le film. Ce n'était qu'une des tragédies. Plus tôt, le pilote cascadeur Clement Phillips est mort dans un autre accident, et le pilote Al Johnson a été tué lorsque son avion a heurté des fils électriques à haute tension. Au total, 3 aviateurs ont perdu la vie en tournant Hells Angels, un bilan stupéfiant pour une seule production. Même le réalisateur lui-même n'a pas été épargné. Hughes, un pilote expérimenté mais imprudent, a pris les commandes pour une cascade à basse altitude, après que des professionnels l'aient averti que c'était trop risqué. Prévisiblement, il s'est écrasé dans un champ, se fracturant le crâne et nécessitant une opération d'urgence. Hughes a survécu avec des cicatrices et une pommette endommagée de façon permanente. Lorsque Les Anges de l'Enfer a finalement été présenté en 1930, les spectateurs étaient émerveillés par ces scènes de bataille aérienne, ignorant que la fumée et les flammes à l'écran cachaient de vraies tombes hors écran. Le succès du film a été à jamais éclipsé par le coût humain de sa réalisation. Au fil des ans, les studios de Hollywood sont devenus plus réticents à permettre de telles cascades extrêmes sans mesure de sécurité. En grande partie parce que Hells Angels avait montré à quel point l'ambition pouvait facilement devenir mortelle dans les cieux au-dessus d'un plateau de cinéma. Such Men Are Dangerous, 1930. Même si Hells Angels faisait les gros titres, un autre film d'aviation de 1930 a gravé son propre chapitre tragique dans l'histoire d'Hollywood. Such Men Are Dangerous, une aventure Fox désormais obscure réalisée par Kenneth Hawks, a culminé dans l'un des accidents les plus meurtriers jamais sur une production de studio. Le 2 janvier 1930, l'équipe tournait des séquences aériennes au large de la côte sud de la Californie, près de Santa Monica. 2 petits biplans, tous 2 des Stinson Detroiters Amena,
Ces navires caméras ont décollé pour capturer une scène en vol. Chaque avion transportait un pilote et plusieurs membres de l'équipe de tournage, dont le réalisateur Kenneth Hawks dans l'un, et le directeur de la photographie Conrad Wells et d'autres techniciens dans l'autre. Alors que le duo d'avions survolait l'océan, quelque chose a terriblement mal tourné. Les deux avions sont entrés en collision, en plein vol. Des témoins au sol ont vu un éclair de métal, puis ont regardé avec horreur les deux avions plonger dans la mer. Il n'y a eu aucun survivant. Les 10 hommes à bord de l'avion ont été tués. Parmi eux, le réalisateur Hawks, l'assistant réalisateur Max Gold, les directeurs de la photographie Wells et George Eastman, les cadreurs Otto Jordan et Ben Frankel, 2 accessoiristes et les 2 pilotes. La catastrophe était sans précédent, un seul incident anéantissant toute une unité. Les efforts de récupération ont réussi à retrouver seulement 5 corps. Le reste a été perdu dans les profondeurs du Pacifique. La production de Such Men Are Dangerous était presque terminée. Alors le studio termina tranquillement le film en utilisant les images existantes, et il fut sorti comme prévu plus tard cette année-là. Les familles des victimes ont poursuivi Fox pour négligence, mais les tribunaux ont jugé l'accident comme étant un accident, et ont dégagé le studio de toute responsabilité. À Hollywood, la calamité a provoqué une onde de choc dans la communauté cinématographique. Des précautions plus strictes pour le tournage aérien ont été discutées à l'échelle de l'industrie après l'incident. Bien que Such Men Are Dangerous soit tombé dans l'oubli, son héritage perdure comme un rappel poignant des risques extrêmes que prenaient les premiers cinéastes et des vies perdues au nom du divertissement. The Viking, 1931. En 1931, une équipe de tournage aventureuse a navigué dans l'Atlantique Nord glacé pour tourner The Viking, un drame se déroulant parmi les chasseurs de phoques de Terre-Neuve, et a navigué droit vers la tragédie. Réalisé par Varric Frissell, un documentariste canadien intrépide, The Viking avait terminé le tournage principal à Terre-Neuve et à New York, mais Frissell voulait plus d'images réelles de glace pour accroître l'authenticité du film. En mars 1931, il entreprit une expédition supplémentaire dangereuse. Frissell, le cinéaste Alexander Penrod et une petite équipe rejoignirent un véritable navire de chasse aux phoques, le SS Viking, pour capturer des images des glaces du Labrador. Alors que les vents d'hiver hurlaient, The Viking s'est retrouvé pris dans la banquise près des Horse Islands, au large de la côte de Terre-Neuve, le 15 mars 1931. Le navire avait une réserve de dynamite à bord destinée à se dégager de la glace si nécessaire. Sans avertissement, les explosifs ont explosé. Certains spéculent qu'une cigarette ou une étincelle les a déclenchés. Et le Viking a été secoué par une explosion massive. Le souffle a déchiré le navire, projetant du bois et du fer, et fauchant des dizaines de vies en un instant. Varric Frissell, âgé de 28 ans seulement, faisait partie des victimes, tout comme Penrod, son caméraman. Au total, 27 hommes sont morts dans l'explosion, en faisant l'un des incidents les plus meurtriers de l'histoire de la production cinématographique. La nouvelle a provoqué choc et chagrin, tant à Hollywood qu'au Canada. Le Viking fut finalement sorti à titre posthume, dédié à la mémoire de Frissell. L'ironie troublante était que les images supplémentaires que Frissell a perdu la vie à obtenir n'ont jamais été utilisées. Cette catastrophe a poussé les studios à réévaluer la pertinence d'un tel zèle lors de tournages en extérieur. Aucun film n'était considéré comme valant la perte de temps de vie. Par la suite, les sociétés de production devinrent plus prudentes en envoyant des réalisateurs dans des environnements incontrôlés et dangereux. Le voyage désastreux de Viking reste ainsi une leçon tragique de l'époque des premiers films sonores. Parfois, la plus grande aventure qu'une équipe de tournage affronte se trouve bien en dehors du script, dans les mains impitoyables de la nature elle-même. La charge de la brigade légère, 1936, épopée de cavalerie audacieuse des Warner Brothers. La charge de la brigade légère, en 1936, est mémorable pour son action vibrante et pour un mépris notoire de la sécurité ayant conduit à la souffrance tant des humains que des animaux. Tournée sous la direction de Michael Curtiz, la séquence de charge culminante de la production visait à recréer le célèbre assaut condamné de la guerre de Crimée. Des dizaines de cavaliers à cheval tonnaient à travers un immense champ de bataille en Californie. Pour simuler le chaos de la guerre, Curtiz utilisait des fils piégeants pour faire trébucher délibérément les chevaux au galop, les faisant culbuter violemment. Le résultat à la caméra était spectaculaire, les chevaux roulant cul par-dessus tête comme s'ils étaient fauchés par des tirs de canon. Le résultat de la caméra,
C'était un carnage. À la fin du tournage, des dizaines de chevaux avaient été blessés ou tués par cette méthode cruelle. Des sources contemporaines évaluent le bilan à plus de 100 chevaux, et certaines estimations modernes affirment qu'il a dépassé 200 animaux. Lors d'une prise, un cascadeur humain a également été victime d'une tragédie. Comme raconté dans les archives du studio et les témoignages de l'équipe, un cascadeur est tombé de sa selle en pleine charge et a atterri la poitrine la première sur une épée factice cassée plantée dans le sol. La lame l'a transpercé. Le cascadeur grièvement blessé a été transporté d'urgence dans un hôpital de Los Angeles, mais il est mort de sa blessure quelques heures plus tard. La star Errol Flynn aurait été dévastée par ce décès sur le plateau et scandalisée par le traitement des chevaux. Jesse James, 1939. Une seule cascade choquante dans Jesse James, le western Technicolor de 20th Century Fox, a entraîné un changement permanent dans le traitement des animaux à Hollywood sur les plateaux. Le film, avec Tyrone Power et Henry Fonda, comprenait une séquence dans laquelle le gang de Jesse s'échappe en sautant des chevaux d'une haute falaise dans une rivière en contrebas. Pour capturer ce moment dramatique, l'équipe du réalisateur Henry King a fait en sorte qu'un cheval et son cavalier descendent d'une falaise sur place dans le Missouri. Lors de la première prise, le cascadeur expérimenté Cliff Lyons a doublé pour le personnage hors la loi et a encouragé son cheval à descendre le talus escarpé dans l'eau. Le résultat fut horrifique. Le cheval terrifié, apparemment aveuglé avec une cagoule pour le forcer à avancer, perdit l'équilibre et tomba maladroitement dans la rivière. La colonne vertébrale de l'animal a été brisée lors de l'impact, et il s'est noyé ou a dû être euthanasié peu après. Lyons a survécu à la chute, mais pas le cheval. Des membres de l'équipe outrés ont divulgué des informations sur l'incident, et les défenseurs du bien-être animal étaient consternés. L'American Human Association, qui militait pour un meilleur contrôle, a utilisé Jesse James comme cri de ralliement. Des manifestations publiques ont éclaté lorsque la nouvelle s'est répandue qu'un cheval avait été tué uniquement pour une scène de film. Sous pression, Fox a ajouté un petit avertissement à l'écran exprimant des regrets au sujet du cheval, mais le mal était fait. Au début de l'année 1940, en partie à la suite de ce tumulte, l'AHA a ouvert un bureau dédié à Hollywood pour surveiller l'utilisation des animaux dans les films. Pour la première fois, des observateurs de la Société protectrice des animaux étaient systématiquement assignés aux productions, et les scripts impliquant des cascades d'animaux étaient soumis à un examen. L'industrie a lentement adopté des directives pour garantir la sécurité des animaux. Par exemple, les fils de déclenchement notoires ont été interdits dans les années 1940. Jesse James a été un succès au box-office, mais son héritage en dehors de l'écran a éclipsé son histoire. À ce jour, la mention « Aucun animal n'a été maltraité » à la fin des films doit son existence au saut tragique de ce cheval dans Jesse James, faisant de cet incident l'un des plus conséquents et des plus avertisseurs d'Hollywood sur le plateau. Le Magicien d'Oz, 1939. Le Magicien d'Oz de MGM peut être un film de fantasy, adoré à l'écran, mais la vie sur le plateau était tout sauf magique pour certains de ses acteurs. La production était truffée de dangers qui ont laissé plusieurs personnes gravement blessées. L'incident le plus effrayant s'est produit le 23 décembre 1938 lors du tournage de la sortie enflammée de La méchante sorcière de la Terre des Munchkins. L'actrice Margaret Hamilton, jouant la méchante sorcière de l'Ouest à la peau verte, devait disparaître dans une explosion de flammes et de fumée, tombant à travers une trappe cachée alors que les effets pyrotechniques éclataient. Lors d'une prise, le timing a échoué, littéralement. Les effets spéciaux se sont déclenchés trop tôt, enveloppant Hamilton dans les flammes, avant qu'elle ne soit complètement descendue sous la scène. Son maquillage vert à base de cuivre n'a fait qu'intensifier les brûlures. Hamilton a subi des brûlures au 2e degré au visage et des brûlures au 3e degré à la main droite. Alors ça a été évacué du plateau en urgence, et le médecin du studio lui a prodigué des soins d'urgence qui ont probablement sauvé ses yeux et ses poumons. L'actrice a passé 6 semaines à se rétablir. Bien qu'elle soit vaillamment revenue achever le film, Hamilton ait gardé des cicatrices et a juré de ne plus jamais travailler avec le feu. Comme si cela ne suffisait pas, sa doublure et cascadeuse, Betty Danko, a été blessée en tournant une autre scène dangereuse. Danko était assise sur un manche à balai métallique équipé pour dégager de la fumée pour la séquence du message dans le ciel de la sorcière. L'engin a explosé sous elle sans avertissement, la projetant violemment. Elle est tombée durement, se fracturant le bassin et souffrant de cicatrices permanentes aux jambes dues à l'explosion. Danko a passé 11 jours à l'hôpital et a eu des blessures durables. Une autre victime d'Oz était Ash
L'acteur Buddy Ebsen, initialement choisi pour le rôle de l'homme de fer blanc. Le maquillage argenté qu'il portait contenait de la poussière d'aluminium toxique. Après en avoir inhalé pendant plusieurs jours, Ebsen s'est effondré et a failli mourir d'une insuffisance respiratoire. Il a été hospitalisé dans un état critique et a dû abandonner le rôle. Les poumons d'Ebsen sont restés sensibles à vie. En plus de cela, il y a eu des blessures moindres. Le lourd costume du lion poltron a causé une insolation, et de la neige d'amiante toxique est tombée sur le casting dans une scène. Le Magicien d'Oz a finalement été achevé et sorti avec un succès modéré en 1939, avec peu de connaissance publique des dangers endurés pendant sa réalisation. Mais au sein de MGM et de l'industrie, le film est devenu un exemple de la façon dont même une comédie musicale brillante pouvait cacher des problèmes de sécurité au travail cauchemardesque. Ces histoires en coulisses ont fini par émerger au fil des années, nous rappelant que la route de briques jaunes était pavée de dangers bien réels pour ceux qui ont donné vie à Oz. They Died with Their Boots On, 1941. Warner Brothers. Ils sont morts les armes à la main, une chronique dramatique du général Custer avec Errol Flynn comportait une scène de charge de cavalerie à grande échelle qui s'est avérée fatale pour plusieurs personnes. En tournant le final en 1941, le réalisateur Raoul Walsh a rassemblé des dizaines de figurants à cheval pour recréer la dernière résistance de Custer avec une touche chaotique authentique. Lors d'une prise de vue intense de la bataille, au milieu des sabots tonnants et des tirs simulés, une série d'accidents tragiques s'est produite en succession rapide. 3 cavaliers ont été tués après avoir été désarçonnés de leurs chevaux lancés au galop. La victime la plus célèbre était Jack Budlong, 40 ans, pas un cascadeur professionnel, mais un cavalier accompli et une connaissance de Flynn, qui s'est porté volontaire pour monter comme figurant de cavalerie. Déterminé à avoir l'air du rôle, Budlong a insisté pour brandir un vrai sabre au lieu d'un accessoire sécurisé. Alors qu'il chargeait aux côtés de Flynn, le cheval de Budlong trébucha et s'effondra en avant. Budlong fut projeté et en une fraction de seconde d'ironie tragique, il atterrit sur son propre sabre, qu'il avait lancé en avant en tombant. La lame était plantée verticalement dans le sol et l'empala à travers l'abdomen. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital de Los Angeles, mais mourut de sa blessure quelques heures plus tard. Un autre cavalier avait fait une chute sévère et s'était cassé le cou. La rumeur disait qu'il montait ivre après un déjeuner arrosé. Un 3e cavalier périt également d'une chute lors de la mêlée, bien que les détails soient rares. Errol Flynn était profondément bouleversé par la mort de Budlong, ayant apparemment supplié son ami de ne pas utiliser le véritable sabre. Le studio a tenté de garder les décès secrets, craignant une mauvaise publicité. They Died with Their Boots en est sorti fin 1941, avec une dédicace à la cavalerie américaine, mais sans mention des hommes perdus. Cependant, à Hollywood, l'incident a poussé les studios à appliquer une sélection plus stricte de ceux qui exécutaient les cascades. Plus jamais des amateurs bien intentionnés ne seraient autorisés dans des scènes dangereuses. Cela a également renforcé la nécessité d'avoir des médecins sur le plateau et une meilleure coordination dans les scènes de foule importantes. Bien que le film lui-même soit célébré comme un western classique, sa production reste un témoignage sombre des dangers bien réels des grandes scènes d'action à l'âge d'or. Unconquered, 1947. Cecil B. DeMille était connu pour pousser ses équipes à l'extrême, et son épopée de la guerre d'indépendance Unconquered n'a pas fait exception. Cela a presque coûté la vie à plusieurs personnes. Tourné en 1946, Unconquered comportait des scènes de bataille enflammées et une cascade périlleuse qui ont toutes deux entraîné des accidents graves. DeMille, un maître de tâche à l'ancienne, a insisté pour utiliser de véritables pyrotechniques pour le siège climatique du fort. Un jour d'été au ranch de Paramount, 9 figurants étaient alignés en tant que guerriers amérindiens attaquant une palissade, tandis que les membres de l'équipe leur lançaient des flèches enflammées et des boules de feu à base d'essence. La pluie de feu était destinée à être spectaculaire, et elle l'était, jusqu'à ce qu'un projectile enflammé atteigne un morceau de terrain trop proche. En un instant, une nappe de feu a balayé un groupe de figurants. Au moins 9 hommes ont subi des brûlures. Un figurant a perdu tous ses cheveux et a souffert de graves brûlures au cuir chevelu lorsqu'une flèche enflammée l'a atteint. D'autres ont reçu des brûlures boursouflées sur les bras et le dos. La panique a éclaté alors que l'équipe se précipitait avec des extincteurs. DeMille, âgé de 65 ans et souffrant d'épuisement, a personnellement supervisé les soins des hommes blessés et,
reprise remarquablement le tournage le lendemain, bien que les artistes soient secoués et avec de nouvelles mesures de sécurité en place. Mais Unconquered n'avait pas fini de faire des ravages. Une scène ultérieure nécessitait qu'un personnage passe par une cascade dans un canoë. La célèbre cascadeuse, Polly Burson, devait doubler l'héroïne dans cette cascade risquée. L'idée était que Burson conduise le canoë vers la cascade et attrape une branche d'arbre, suspendue à la dernière seconde, laissant le canoë vide plonger pendant qu'elle restait suspendue en sécurité. Quand les caméras ont tourné, Burson a manqué la branche dans le chaos glissant et est passé par-dessus les chutes avec le canoë. En dessous, il y avait un filet de sécurité dissimulé juste sous la surface de l'eau. Elle a frappé le filet face contre terre, à grande vitesse. Pendant des moments agonisants, Polly était piégée sous l'eau tumultueuse, emmêlée dans le filet et incapable de respirer. Les membres de l'équipe se précipitèrent dans le bassin et réussirent à la redresser juste au moment où elle était sur le point de se noyer. Bien que sérieusement contusionnée et à moitié noyée, Burson survécut, crachant de l'eau, mais insistant sur le fait qu'elle pourrait le refaire si besoin. DeMille refusa gracieusement. Ces incidents sont devenus des légendes d'Hollywood, illustrant la poursuite implacable de DeMille pour le réalisme. En réponse, Paramount a discrètement amélioré ses protocoles d'urgence sur le plateau. Après Unconquered, même DeMille a dû admettre que les harnais de sécurité et les effets spéciaux avaient peut-être leur place. Le film est sorti en 1947 en tant que succès, mais derrière ces scènes se cachaient des histoires de courage sous un feu réel, une bataille en coulisses aussi intense que celle à l'écran. The African Queen, 1951. L'African Queen de John Huston était une aventure pittoresque, dans la jungle au cinéma, et une épreuve éprouvante en coulisses, alors que les acteurs et l'équipe de tournage se retrouvaient à lutter contre les éléments et les maladies dans la nature africaine. En 1951, Huston a emmené une petite armée hollywoodienne au Congo belge et en Ouganda, pour tourner cette histoire d'un missionnaire et d'un capitaine de bateau chevronné lors d'une odyssée fluviale. Filmer sur place était rare à cette époque et les défis ont rapidement augmenté. La production a installé son camp le long de la rivière Rookie, accablante. Presque immédiatement, presque tout le monde est tombé gravement malade. L'eau locale regorgeait de bactéries, et malgré les précautions, le casting et l'équipe ont contracté la dysenterie et le paludisme en grand nombre. Pendant le tournage de The African Queen, tout le monde est tombé malade en buvant l'eau, sauf Humphrey Bogart et John Huston, qui buvaient du whisky. Katharine Hepburn a été particulièrement touchée. Elle a enduré des accès de fièvre et vomissait fréquemment entre les prises, comme elle l'a raconté plus tard avec humour dans ses mémoires, The Making of the African Queen. Les membres de l'équipe s'effondraient de déshydratation. Le directeur de la photographie Jack Cardiff a noté qu'à tout moment, la moitié de l'équipe était clouée au lit par la maladie. Pourtant, 2 personnes sont restées en bonne santé. Humphrey Bogart et John Huston. Le duo attribuait en plaisantant leur immunité à un régime exclusivement à base de whisky. « Nous n'avons pas bu l'eau », plaisantait Bogart. « Je n'ai bu que du whisky, et Dieu sait que nous étions les seuls à ne pas avoir la dysenterie. » En effet, Bogart et Huston sirotaient sans complexe du scotch et du gin au lieu de l'eau bouillie de la rivière, et aucun des deux n'a souffert des cruels temps redoutés. Au-delà des maladies, la jungle elle-même était périlleuse. La chaleur et l'humidité étaient oppressantes. Les sangsues infestaient la rivière et des nuées de moustiques attaquaient chaque nuit. À un moment donné, Huston voulait un gros plan des sangsues sur le personnage de Bogart. Personne ne voulant se couvrir de véritables sangsues, Huston en a trouvé des vivantes et les a gardées dans un bocal prêtes à l'emploi. Il y avait des rencontres avec des serpents et les membres de l'équipe devaient être vigilants pour les crocodiles le long des rives. Hepburn, une New Englander accomplie, était si horrifiée par les conditions insalubres qu'elle a essayé de maintenir le décorum, allant jusqu'à traîner une petite douche portable dans le camp. Néanmoins, elle a perdu 20 livres et a dû continuer les scènes malgré un affaiblissement sévère. Lauren Bacall, la femme de Bogart, est venue pour remonter le moral et a fini par jouer les infirmières pour beaucoup, distribuant des comprimés de quinine et du réconfort. Le coût physique pour l'équipe de l'African Queen était énorme, mais remarquablement, il n'y a eu aucun décès. Après 7 semaines éprouvantes, le tournage s'est terminé et tout le monde a quitté avec gratitude les dangers de l'Afrique derrière eux. Lors de sa sortie en 1952, The African Queen fut saluée comme un classique instantané, le riche décor à l'écran ne laissant aucun indice de la misère derrière la caméra.
À Hollywood, cependant, le film est devenu un exemple parfait de la nécessité d'une planification médicale minutieuse pour les tournages en extérieur. Les studios ont appris à envoyer des médecins et des fournitures médicales avec les équipes dans des lieux éloignés après avoir été témoins de ce qu'a enduré l'équipe de Houston. L'aventure que le public adore dans l'Odyssée de l'African Queen était bien trop réelle pour ceux qui l'ont réalisée, prouvant que parfois la véritable lutte pour la survie se déroule en dehors de la caméra. The Conqueror, 1956. Tous les dangers sur un plateau de cinéma ne sont pas immédiats. Certains se cachent de manière invisible, avec des effets ressentis seulement des années plus tard. L'exemple le plus effrayant de l'âge d'or d'Hollywood est The Conqueror, une épopée produite par Howard Hughes en 1956, avec John Wayne dans le rôle de Genghis Khan. Le danger du film ne venait pas des cascades ou des effets pyrotechniques, mais de l'emplacement lui-même. Les retombées radioactives ont transformé le désert de l'Utah en un tueur lent et silencieux. En 1954, The Conqueror a été tourné sur place dans Snow Canyon près de St. George, Utah. À l'insu du casting et de l'équipe, cette pittoresque vallée de roches rouges se trouvait sous le vent du site d'essai du Nevada, où le gouvernement des États-Unis avait fait exploser de nombreux, et la poussière transportait des radiations résiduelles. Pendant le tournage, de forts vents de canyon soulevaient fréquemment des tempêtes de poussière que le casting et l'équipe inhalaient. Certains témoignages mentionnent même que Hughes avait fait expédier des tonnes de ce sol rouge distinctif à Hollywood pour des reshoots, prolongeant l'exposition. Personne ne réalisait le risque. Les compteurs Geiger amenés sur le plateau cliquetaient apparemment comme des fous, mais l'équipe ne s'en inquiéta pas. Les conséquences ont émergé des années plus tard, dans un schéma dévastateur. Dans les décennies suivant le film The Conqueror, un nombre remarquable de son personnel a développé un cancer. Le réalisateur, Dick Powell, est mort d'un cancer en 1963, juste quelques années après le tournage. L'acteur Pedro Armendáriz, qui jouait Jamuga, a été diagnostiqué avec un cancer du rein en 1960 et, face à une maladie terminale, il a tragiquement mis fin à ses jours en 1963. La vedette, Susan Hayward, et l'actrice de soutien, Agnes Moorehead, ont toutes deux succombé au cancer dans les années 1970. John Wayne lui-même, grand fumeur mais autrement robuste, a été diagnostiqué d'un cancer du poumon en 1964. Il sûr qu'il a inconsciemment déclenché. Cette tragédie a incité à un examen plus approfondi des lieux de tournage. Hollywood est devenu beaucoup plus diligent dans le contrôle de la sécurité environnementale et la consultation d'experts lors de mise en scène dans des zones potentiellement dangereuses. Dans l'histoire des plateaux de tournage dangereux, The Conqueror reste le plus tragique exemple de conséquences à long terme. Un film qui s'est transformé en histoire d'horreur réelle pour ceux qui l'ont réalisé. La conquête de l'Ouest, 1962. L'épopée occidentale tentaculaire de MGM, Comment le Ouest a été conquis en 1962, a été filmée en cinérama avec 3 réalisateurs et une armée de stars et de cascadeurs. Au milieu de ces séquences d'action ambitieuses, une scène en particulier a failli coûter la vie à un cascadeur, et lui a effectivement coûté un membre. La séquence, filmée à la fin de l'année 1961, impliquait une lutte effrayante au sommet d'un train en mouvement transportant des wagons plats chargés de bois. Le cascadeur vétéran, Bob Morgan, mari de l'actrice Yvonne De Carlo, a été engagé pour réaliser un numéro dangereux. Il devait doubler un acteur lors d'une fusillade sur un train rapide et se mettre à l'abri lorsque des rondins seraient libérés de l'un des wagons plats. Le jour du tournage, Morgan s'est installé sur un wagon plat, chargé de plusieurs énormes rondins, enchaînés ensemble. Au moment prévu par le scénario, l'idée était que la chaîne sécurisant le bois se brise, laissant les rondins rouler, pour dramatiser le chaos. Quelque chose a très mal tourné avec le timing. Alors que les caméras tournaient, les lourds rondins se sont détachés trop tôt et de manière inattendue. Morgan fut pris au dépourvu, se tenant pratiquement sur leur trajet. En une fraction de seconde, les troncs roulants le percutèrent et l'écrasèrent contre le côté du wagon. D'autres membres de l'équipe ont crié d'alarme et se sont précipités pour arrêter le train. Lorsqu'ils ont atteint Bob Morgan, ils l'ont trouvé vivant, mais horriblement blessé. Il avait été presque coupé en deux. Miraculeusement, il a survécu à l'énorme traumatisme contondant, mais sa jambe gauche était mutilée au-delà de tout espoir. Morgan a été transporté d'urgence à l'hôpital où les médecins ont amputé la jambe pour lui sauver la vie. Il a également souffert d'une côte et d'un bassin écrasé. La production de ce segment a été interrompue indéfiniment. La communauté des cascadeurs a été bouleversée par la nouvelle. Morgan était très respecté, et son accident a souligné les risques extrêmes auxquels même les professionnels vétérans faisaient face.
MGM déterminé. Corman, pour terminer l'épopée de haute envergure, a réécrit des parties de la scène et réduit d'autres cascades. Morgan a subi de multiples opérations et une longue convalescence. Sa femme, Yvonne de Carlo, a mis sa carrière en pause pour s'occuper de lui, et Bob a finalement appris à marcher avec une prothèse. Comment le film La Conquête de l'Ouest est sorti dans les salles à l'automne 1962, sans aucune trace de l'accident presque fatal dans sa version finale. Mais à Hollywood, l'épreuve de Morgan est devenue un moteur pour améliorer les mesures de sécurité des cascades. Les studios ont commencé à investir dans une meilleure planification et ingénierie pour les cascades, y compris des dispositifs de sécurité détachables et des répétitions pour protéger leurs interprètes. Le film a remporté 3 Oscars et reste un classique. Mais son héritage repose aussi sur les leçons tirées d'un instant de désastre sur un train en mouvement qui a changé la vie d'un homme à jamais. Le vol du Phénix, 1965. Dans Monde, juillet 1965, la production de Le vol du Phénix a connu une catastrophe réelle qui reflétait étrangement son intrigue. Le légendaire pilote Paul Mantz, un cascadeur aérien hollywoodien de 61 ans, avec une longue liste de crédits cinématographiques, a été engagé pour piloter un avion de fortune pour la scène culminante du film. L'histoire du film est centrée sur des survivants construisant un avion de fortune à partir de l'épave de leur transport écrasé. Pour représenter cela, le studio a construit un véritable avion hybride avec des pièces d'un transport C-82 et d'un avion plus petit, créant un avion unique et maladroit destiné à rouler et sauter pour la caméra. Le 8 juillet 1965, sur une piste d'atterrissage près de Yuma, Arizona, Mantz est monté dans le Phénix bricolé pour un plan de vol crucial. Le scénario exigeait qu'il décolle à basse altitude, planant juste au-dessus du sol, une manœuvre difficile compte tenu de l'équilibre inégal de l'étrange avion. Lors de la première prise, Mantz réussit un petit saut. Il décida de tenter un autre passage pour de meilleurs résultats. Pendant la deuxième prise, alors que les caméras tournaient, Mantz a abaissé l'avion, soulevant la poussière du désert. Soudain, le fuselage de l'avion de fortune s'est plié sous la contrainte. Une analyse ultérieure a suggéré que l'avion avait peut-être heurté une petite butte ou que ses faiblesses structurelles avaient cédé. En un instant, l'appareil s'est disloqué. Le nez s'est écrasé au sol et le Phénix a fait une série de tonneaux, se désintégrant avec Mantz coincé à l'intérieur. L'accident a été horrible et fatal. Paul Mantz a été tué sur le coup. Le cascadeur Bobby Rose, qui était à bord en tant que copilote observateur, a été éjecté et a survécu avec de graves blessures, y compris une fracture du bassin. L'équipage entier était stupéfait. Ils avaient vu un collègue bien-aimé et une légende de l'aviation perdre la vie sous leurs yeux. La production a été arrêtée et une enquête lancée. Dans le film, un personnage remarque « L'homme qui a construit cette chose était brillant, mais pas pilote. » Tragiquement, en réalité, c'est l'un des meilleurs pilotes qui a payé le prix de cet avion bricolé. Le vol du Phénix a finalement été achevé en utilisant des maquettes et un montage créatif, et est sorti en décembre 1965. Le film est dédié à la mémoire de Paul Mantz. Sa mort a conduit à une réévaluation des normes pour les cascades aériennes à Hollywood. Plus jamais un avion construit à partir de zéro et non éprouvé ne serait utilisé dans un film sans test approfondi. Les réglementations modernes de sécurité pour l'aviation dans le cinéma ont été renforcées à la suite directe de cet incident. Le réalisme saisissant du vol du Phénix est devenu bien trop réel ce jour tragique, immortalisant Paul Mantz comme un pilote audacieux qui a donné sa vie pour l'art cinématographique.